Donc, on va faire effectivement un atelier sur la ventilation mécanique. On va faire 1h10, en reprenant un petit peu les bases, et puis à la fin, on fera quelques exercices sur les courbes. Voilà. L'idée, c'est de recadrer un peu les choses de façon à ce que ce soit plus facile, quand vous êtes face à un respirateur, de comprendre les choses. Donc, pour revenir aux bonnes bases, les objectifs de la ventilation mécanique, c'est avant tout de corriger la défaillance ventilatoire quand le système n'est plus fonctionnel pour éliminer correctement le CO2, et quand on ne peut pas le faire par d'autres moyens, de normaliser l'oxygénation. Voilà. Ça, c'est les bases qu'il faut toujours rappeler, on part de là. C'est une technique qui est assez récente. Vous savez que pendant longtemps, les premiers respirateurs qui étaient utilisés à partir de la fin du XIXe siècle, c'était les caissons, les poumons artificiels, les caissons en dépression, qui étaient utilisés de façon chronique, en particulier en cas de poliomyélite, quand les gens avaient des paralysies respiratoires. Ils venaient se faire des séances de caissons régulièrement. Et ici, c'est une photo qui vient de Suède, je crois, dans lequel vous voyez ces grandes salles de caissons dans lesquelles les gens venaient. Alors, ça permettait effectivement d'assurer une vie un peu mieux pour ces gens-là, mais en aucun cas ça ne permettait de prendre en charge de façon aiguë des détresses respiratoires qu'ils nécessitaient. Le premier respirateur en ventilation en pression positive, c'est l'Angström, et il date de 1954. Chez l'enfant, les choses sont venues un peu plus tardivement, et ça a vraiment pris son essor à partir de 1963, après la mort du fils de Kennedy, qui est mort à 2 jours de vie, parce qu'il était né à 34 semaines avec une maladie de membrane hyaline, et qui n'avait pas moyen de le prendre en charge en ventilation. Le président Kennedy a développé 2 milliards de dollars actuels pour la recherche en ventilation, et les choses ont commencé à se développer un peu partout dans le monde, et en France, on ne peut pas parler de ventilation mécanique sans parler de notre père à tous, Gilbert Huot, qui a été le premier à ventiler un enfant en France en 1969 à Necker. Les choses ont suivi, et puis ont rapidement évolué, et vous voyez la différence qu'il y avait entre les respirateurs qu'on utilisait à l'époque. Moi, j'ai commencé à travailler en réanimation au début des années 80, on utilisait ça, c'était un RPR, et ce qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez, la sophistication a augmenté, la sécurité a augmenté, on a aujourd'hui des outils très très pratiques. Malheureusement, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Là, c'était moi lors de ma dernière garde en réanimation à Robert-Debré, et moi aujourd'hui, vous voyez que j'aurais préféré que ça se fasse dans l'autre sens aussi pour moi, mais la nature est ainsi faite. Alors, juste un petit rappel pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc, si on veut modéliser un poumon, on peut le modéliser de cette façon, avec un système résistif et un système complet. Le système résistif, quand vous faites de la ventilation en pression positive sur tube, en gros, chez les nouveau-nés, chez qui on utilise donc des sondes d'intubation assez longues et de faible diamètre, il est essentiellement, 80% je vais dire, lié à la sonde. Donc c'est quelque chose qui est là, qui est une constante, avec laquelle il faut faire. Et donc ce qui va plus nous intéresser, on va le voir, c'est le système compliant. Alors juste savoir que ce système résistif, il va induire ce qu'on appelle une perte de charge. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer 15 ou 20 cm d'eau de pression à l'entrée du système, vous n'aurez pas 15 ou 20 à la sortie, vous aurez 10, 15, parce que vous avez une perte de charge, donc qui est liée à la résistance du système et au débit. Et donc, 2 choses importantes, le débit. Ce débit, vous savez qu'il y a 2 systèmes de conditions d'écoulement, qui sont les systèmes laminaires et les systèmes turbulents. Quand vous êtes dans un système turbulent, la résistance à l'écoulement augmente. Et ce système turbulent, il peut être généré par le fait que vous appliquez un débit trop important sur un conduit de petit diamètre. Et c'est pour ça qu'en néonatologie, quand on travaille avec des bébés sur les sondes d'intubation 2,5 ou 3 de petit diamètre, il faut utiliser des débits relativement faibles, puisqu'on travaille en débit continu, pour éviter effectivement d'avoir un système turbulent. Et puis la résistance, elle est bien entendu liée à la géométrie des conduits, le diamètre, la longueur, et puis un dernier élément qu'on peut citer parce que il y a des stratégies thérapeutiques aujourd'hui qui peuvent permettre de contrer ça, qui est la propriété physique des gaz. Vous savez que le gaz qu'on utilise, c'est un mélange azote-oxygène.
on peut, dans certaines pathologies, mais pas les pathologies néonatales, être amené à utiliser un mélange hélium-oxygène, puisque l'hélium a des constantes de frottement sur la surface du conduit qui est beaucoup moins importante que l'azote. Ce qui permet, par exemple, il y a un certain nombre d'études, en particulier dans des pathologies asthmatiques sévères ou des bronchiolites sévères, où on a pu améliorer les situations en ventilant les bébés ou les jeunes enfants à l'héliox plutôt qu'au mélange à oxygène. Je passe. Donc ça, sachez que ça existe, sachez que la pression que vous appliquez à l'entrée ne sera pas celle qu'il y aura dans le poumon, mais, je le répète, cette résistance-là, elle est là, elle est générée par la sonde d'intubation, il faut qu'on fasse avec. Plus intéressant, la compliance. La compliance, la définition, bon, vous le savez, hein, c'est la capacité que le système respiratoire se laisse distendre. Et donc, c'est la variation qui va être générée par une certaine variation de pression. Et quand on regarde la courbe pression-volume, que vous connaissez, vous voyez qu'elle a 3 parties. Ici le volume, ici la pression. Une première partie dans laquelle vous allez augmenter la pression avec peu d'augmentation de volume. Une deuxième partie dans laquelle l'augmentation de pression va générer une augmentation de volume importante, et une troisième partie, avec une inflexion supérieure, dans laquelle, si vous continuez à augmenter la pression, l'augmentation de volume sera moins importante. Alors, quand vous voyez ça, vous comprenez une première chose, c'est que quand on travaille chez le nouveau-né, on travaille en pression pour générer du volume, et donc bien sûr, l'idée, ça va être de travailler dans cette zone de meilleure compliance pour pouvoir générer avec la pression la plus faible possible le meilleur volume. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais qu'on descende en dessous de ce point d'inflexion inférieur qu'on peut appeler pression d'ouverture. Et c'est pour ça que quand on fait de la ventilation en pression positive intermittente, on maintient une pression expiratoire positive de façon à ne pas descendre sous cette zone, parce que si vous descendez sous cette zone, pour ensuite réouvrir, ce sera beaucoup plus compliqué, et progressivement, vous allez avoir une atélectasie et toutes les complications qui vont avec. Et deuxième chose qu'il faut éviter de faire, absolument, on y reviendra tout à l'heure, c'est de dépasser ce point d'inflexion supérieur, parce que quand vous le dépassez, si vous continuez à augmenter la pression, votre volume va continuer à augmenter, certes de façon moins importante, mais vous allez tomber dans la zone de barotrauma avec toutes les complications. Voilà. Le modèle que je donne toujours, c'est le ballon de baudruche. Quand vous soufflez dedans, première partie, vous allez augmenter la pression, et puis il ne va rien se passer, ou peu. Et puis à partir du moment où vous allez dépasser le point d'inflexion inférieur, vous allez continuer à appliquer la même pression et le volume va augmenter très rapidement jusqu'à un certain niveau, ou si vous continuez à augmenter la pression, le volume va peu augmenter, par contre, le risque, ça va être que ça vous explose dans le nez. Bon, ça, c'est les mêmes courbes avec, ici, une courbe de pression-volume d'un poumon normal. Si la compliance baisse, vous voyez deux choses. D'une part, que la pression d'ouverture est plus importante, donc ce qui va nécessiter le maintien d'une pression expiratoire positive plus importante, ce qui veut dire que quand vous avez une pathologie alvéolaire sévère, il faudra avoir une pression expiratoire positive adaptée. Et surtout, vous voyez, si vous avez un temps inspiratoire constant, vous allez générer un volume beaucoup moins important. Et puis, si la compliance s'améliore, c'est bien sûr le contraire. Donc cette notion de compliance, elle est importante à comprendre, mais vous voyez qu'elle est finalement assez simple. Et quand on a ces deux notions en tête, la résistance, qui est finalement une constante chez nos bébés, et la compliance, on peut définir ce qu'on appelle la constante de temps, qui permet de modéliser l'ensemble du système, et la constante de temps, c'est le produit de la résistance et de la compliance. Cette constante de temps, en quoi elle est importante? Cette constante de temps, finalement, elle va être spécifique à chaque enfant, puisque chaque enfant a sa résistance, chaque enfant a sa compliance. Elle est importante parce que c'est avec cette constante de temps qu'on va pouvoir apprécier la nécessité des temps nécessaires en ventilation pour remplir et vider le poumon dans les meilleures conditions. Voilà. On a vu la résistance, on a vu la compliance. Maintenant, on va continuer donc en reprenant les principes. Donc, premier principe qu'on a vu, c'est assurer la ventilation quand le système ne peut plus. Et donc, assurer la ventilation, c'est assurer l'élimination de CO2. Quels sont les facteurs physiologiques d'élimination de CO2? En ventilation alvéolaire, vous le savez, c'est la fréquence respiratoire fois le volume courant moins le volume de l'espace-mort. Ça, c'est une variable qu'on a tous, tous les êtres vivants.
Et en ventilation mécanique, donc on a à peu près la même chose. Donc le déterminant d'élimination du CO2, c'est fréquence fois volume courant. Et donc vous voyez tout de suite, de façon assez simple, que si on veut jouer dessus, on va jouer sur le réglage du respirateur, sur la fréquence, et puis sur ce qui va pouvoir déterminer le volume courant. Voilà, on a deux facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer, en sachant qu'on verra tout à l'heure qu'il faut quand même, malgré tout, avoir des règles pour éviter de tomber dans des systèmes artefactiels qui contribueraient à aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Et comment est-ce qu'on peut faire varier le volume courant? Donc je vous rappelle qu'on travaille en pression, avec un système compliant, et donc on va appliquer une pression qui va générer un volume. Ça, c'est la première chose qu'on va régler. Donc la différence de pression entre la PEP et la pression inspiratoire va être un facteur qui va générer le volume courant. Le débit. Le débit, on a vu qu'il fallait garder un débit, quand on fait de la ventilation chez le nouveau-né, inférieur à 10 litres par minute en gros. On peut le régler sur certains respirateurs. Dans certains respirateurs, on ne le règle même plus, il est à 8 litres par minute. Il fait peu varier le volume courant quand vous le bougez. Donc on le met systématiquement parce que ça fait partie des choses qu'il faut mettre, mais ce n'est pas ça qui est important. Et puis, il y a une chose qui est très importante et qu'on omet souvent, c'est de régler les temps. Et quand on parle de temps, ça nous ramène à la constante de temps. Il faut régler les temps de façon la plus adaptée possible, parce que c'est un élément important qui va nous permettre d'optimiser, on le verra tout à l'heure, la ventilation et de pouvoir optimiser le volume courant sans augmenter la pression. Puisque je vous rappelle, on est chez des nouveau-nés et que les objectifs aujourd'hui, c'est de générer le moins de pression possible. Et même l'objectif ultime, c'est de ventiler les enfants le plus possible en ventilation non invasive. Mais parfois, on n'a pas le choix que de le faire. Et donc tout ça va être influencé par ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la constante de temps, et donc essentiellement par la compliance. Bon, ça, on va passer. Donc on a vu sur l'élimination de CO2. Quels sont les déterminants de l'oxygénation? Le déterminant essentiel, c'est le recrutement alvéolaire, c'est-à-dire la surface alvéolaire que vous allez pouvoir stabiliser pour assurer la meilleure zone d'échange et la meilleure oxygénation possible. Et ce recrutement pulmonaire, il est ajusté au mieux par la pression moyenne de la ventilation. Ça, c'est quelque chose d'important, et vous connaissez l'adage, il faut recruter le poumon, les anglo-saxons disent « open the lung », et surtout, ne pas le dérecruter, and keep it open. Donc il y a des stratégies de ventilation qui permettent de recruter, et surtout, éviter de dérecruter, et ça passe donc par des stratégies de soins, d'aspiration, etc. pour certains bébés, qui doivent être adaptées en fonction de la gravité. Première chose. Bon, la FiO2 évidemment, mais bon, on va passer dessus. Et dernière chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on prend en charge des bébés à la naissance, avec souvent une phase de circulation transitionnelle, et qu'il ne faut jamais oublier que les résistances pulmonaires sont un élément important dans l'oxygénation, parce que si vous avez des poumons correctement ouverts, mais que si vous n'avez pas de débit pulmonaire, vous n'aurez pas d'échange. Et donc dans les situations d'hypoxie ou d'hypoxémie, toujours se poser la question évidemment du recrutement, mais aussi toujours, bien entendu, en particulier dans les situations d'hypoxémie sévère, voire réfractaire, du débit pulmonaire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, Damien Bonnet vous en a parlé tout à l'heure, une cardiopathie par obstruction au débit pulmonaire, ou alors une hypertension pulmonaire. Donc vous voyez, finalement là aussi c'est assez simple. On a vu pour l'élimination de CO2 le volume courant qu'on peut ajuster avec les pressions, les temps, la fréquence, et puis pour l'oxygénation, la pression moyenne, et puis le débit pulmonaire, toujours avoir ça en tête. Alors, quand on ventile en pression, ce qui est le cas donc, en néonatologie dans la grande majorité des cas, on a ici l'expiration, l'inspiration, la pression inspiratoire est constante pendant tout le cycle inspiratoire. Ici, vous avez le débit inspiratoire, et ce débit est dit décélérant, c'est-à-dire que la vitesse est maximale au début de l'inspiration, ensuite la vitesse diminue. On verra ça tout à l'heure. Donc, quand vous ventilez en pression, ici vous avez votre courbe de pression, ici votre courbe de débit, et ici donc votre débit généré. Ici donc vous avez un débit standard. Si à un moment donc la compliance augmente,
ce qui se passe, la pression est constante, le volume courant va augmenter bien sûr, et vous voyez autre chose qui est important à garder en tête quand on parlera de cyclage tout à l'heure, c'est que la vitesse maximale du flux va augmenter aussi. Si la compliance baisse, bien entendu, la pression reste constante, le volume courant va baisser et la vitesse maximale du flux va diminuer. Alors, juste un retour sur ce flux décélérant. Donc ça, c'est des diapos que Catherine Agoni m'a passées, qui sont assez parlantes. Pourquoi est-ce que le flux est décélérant? Ici, vous avez donc la situation en fin d'expiration. Donc ici, vous avez la pression qui va commencer à monter au niveau du respirateur. Et ici, donc la pression dans le poumon, qui est la pression expiratoire positive. Vous savez que dans la dynamique des fluides, ce qui va définir la vitesse de passage d'un flux d'une cavité à une autre, c'est la différence de pression. C'est le théorème de Bernoulli. Et la vitesse au carré va être égale à la différence de pression divisé par 4. Ce qui veut dire que plus la différence de pression est importante, plus la vitesse va être importante. Donc quand on passe en inspiration, eh ben, vous allez avoir évidemment au début de l'inspiration la différence de pression maximale entre le système et le poumon, et c'est pour ça que d'emblée, la vitesse va être maximale. Et plus le poumon va se remplir, plus la différence de pression va diminuer, et donc plus la vitesse va diminuer. Et en fin d'inspiration, donc quand les deux systèmes seront à égalité de pression, bien entendu, la vitesse sera à zéro. Ce qui vous explique donc pourquoi le flux est dit décélérant. Et puis on va passer en expiration, et donc on aura exactement le même principe, c'est-à-dire que plus la vitesse sera maximale en valeur absolue au début, et plus la différence de pression entre les deux systèmes va diminuer, plus, en valeur absolue toujours, parce qu'on est en vitesse négative là, la vitesse va diminuer, pour arriver en fin d'expiration, donc, à un niveau de pression expiratoire positive, et donc une vitesse à nouveau à zéro. C'est clair pour tout le monde? Quand vous avez une baisse de compliance, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez une baisse de compliance, votre système va avoir une capacité de remplissage moins importante. Et donc ce qui va se passer, c'est que le remplissage va être beaucoup plus rapide, et donc votre retour à zéro de votre vitesse de flux sera beaucoup plus rapide que sur un système plus compliant. Gardez ça en tête parce que c'est un indicateur important qui va vous permettre aussi d'apprécier au mieux les temps que vous devrez régler. Et vous voyez tout de suite que la compliance est évidemment un indicateur important pour le réglage des temps, puisque la compliance va influer directement à la constante de temps. Et si vous optimisez correctement votre temps inspiratoire en fonction de la compliance du malade, eh bien vous pourrez gagner en volume sans majorer les pressions. Quand vous avez une augmentation de résistance, mettons, voilà, une augmentation de résistance par une sténose ou le plus fréquemment par un plug, un bouchon, eh bien vous voyez que cette augmentation de résistance va faire que le flux aura beaucoup plus de mal à passer donc, du système de ventilation au poumon, avec un remplissage qui se fera beaucoup plus lentement. Et donc vous aurez d'une part une vitesse maximale du flux qui sera beaucoup moins importante, et vous aurez un temps de remplissage beaucoup plus long. Et donc vous voyez que là aussi, il faut se remettre la constante de temps en tête. La résistance augmente, donc la constante de temps augmente, et il n'est pas illogique qu'on se retrouve avec une courbe de ce type. Donc, ça c'est un indicateur important, parce que quand sur votre respirateur, vous avez une courbe de ce type, et puis brusquement votre bébé va moins bien, qui commence à désaturer, qui commence à lutter contre le respirateur,
que vous voyez que les volumes diminuent sur votre monitorage et que vous avez une courbe de ce type, ça c'est typique d'un bouchon. Donc il faut intervenir tout de suite parce que par une mesure simple, par une aspiration ou par un changement de sonde, vous allez transformer la situation. Ça fait partie des éléments donc, qui sont importants, et Hassan en reparlera, quand on regarde les courbes, et comme l'a dit Hassan, il n'y a pas 50 courbes qu'il faut regarder. Quand vous regardez la courbe de débit, la courbe de pression et la courbe de volume, ça va vous permettre de pouvoir, avec la clinique bien sûr, parce que bien sûr, la clinique reste l'élément central, de pouvoir comprendre au mieux ce qui se passe. Alors, on va parler un petit peu du fonctionnement maintenant des différents modes. Alors, il y a quelque chose qui est très important en ventilation invasive, c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre tous les modes de ventilation. On pourrait en faire la liste, en passant par le mode habituel jusqu'à la ventilation imposée variable, les volumes garantis, etc. etc. L'essentiel, c'est que vous maîtrisiez un mode de ventilation invasive au mieux. Et puis, on dirait un mot de l'OHF si vous voulez à la fin. Il vaut mieux effectivement se concentrer sur un mode que tout le monde partage, que tout le monde maîtrise bien et comprend bien, plutôt que de se lancer dans des systèmes de ventilation qui aujourd'hui d'ailleurs ont pour un certain nombre pas fait la preuve de leur efficience chez les nouveau-nés. Voilà. Donc ça reste quelque chose, je pense, un message important que Hassan aussi vous livrera. Concentrez-vous effectivement sur ce que vous savez faire, et dans la très très grande majorité des cas, ça vous permettra effectivement de bien stabiliser vos bébés. Alors, quand on fait de la ventilation aujourd'hui, on parle de ventilation assistée. Donc ventilation assistée, ça veut dire que le début de cycle va être induit par le bébé, qui va envoyer un trigger au respirateur. Et puis vous aurez donc une inspiration, une fin de cycle, qu'on appelle le cyclage, et on verra qu'il y a deux façons de cycler, et puis l'expiration. Donc vous savez que le début de cycle aujourd'hui en ventilation assistée sont des signaux de déclenchement qui peuvent être en pression, en volume, en débit, en aval, il y en a d'autres. Ceux qui sont le plus utilisés en pratique clinique sont les volumes en débit, avec ce pneumotachographe qui est placé en sortie de sonde. Et pourquoi il faut qu'il soit placé immédiatement en sortie de sonde chez les nouveau-nés, contrairement à ce qu'on fait chez l'enfant plus grand, chez l'adulte? Simplement parce que vous savez, nos bébés mobilisent des petits volumes et des petits débits, et que pour que ce soit enregistré par le système, il ne faut pas le placer trop loin, parce que sinon tout ça va se diluer dans le volume de dilution du respirateur et ne sera pas efficace. Donc, immédiatement en sortie de sonde. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il faut que la réponse des systèmes soit extrêmement rapide. On a souvent affaire à des bébés qui sont très polypnéiques, qui peuvent respirer à des fréquences de 100 coups par minute, et donc si vous avez un bébé qui respire à une fréquence de 100 coups par minute avec une durée de cycle donc de 0,6 secondes, alors c'est très schématique ce que je vous dis, et que le pneumotach va répondre au bout d'une seconde, vous imaginez bien que ça n'a pas de sens. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et cette pièce-là, donc elle est essentielle quand on fait de la ventilation assistée, et il faut toujours s'assurer de son bon positionnement, il faut toujours s'assurer qu'elle ne soit pas pleine de flotte, parce que sinon elle fonctionne mal. Mais pour ça, effectivement, on a un système de réchauffage et d'humidification qui sont efficaces aujourd'hui. Bon, je vous ai mis un peu ces différents systèmes de déclenchement, je passe là-dessus. Début de cycle. Le bébé envoie un signal, le plus souvent sur les respirateurs qu'on utilise donc en volume ou en débit, et puis cyclage et fin de cycle. Cette fin de cycle, cette fin du cycle inspiratoire, elle va être ou déterminée par le temps, c'est-à-dire que vous allez régler sur votre respirateur un temps inspiratoire, et qu'à la fin de ce temps inspiratoire, on va passer en expiration. Ou, la deuxième façon de cycler, c'est de cycler sur le débit. C'est-à-dire qu'au lieu de cycler sur une valeur absolue qui est le temps, vous allez régler votre temps 0,32, 0,33, 0,34, quel que soit le cycle, le patient va recevoir, que ce soit un cycle assisté ou contrôlé, le patient va recevoir un cycle avec une durée de 0,32, 0,33, 0,34. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. L'autre façon,
c'est de le régler sur le débit expiratoire, et là, le principe est très différent. C'est-à-dire, je vous rappelle que la courbe de débit, vous avez votre vitesse maximale au début de cycle, et donc, au lieu de dire que je vais régler sur une valeur absolue, je vais le régler sur une valeur relative. C'est-à-dire, je vais dire, je veux que mon cycle s'arrête, par exemple, puisque le flux est décélérant, quand j'ai atteint 40% de la vitesse maximale. Et vous voyez tout de suite que l'intérêt de la chose, c'est que dans la mesure où la vitesse maximale va varier en fonction de la compliance, et bien les 40% aussi de la vitesse maximale vont varier en fonction de la compliance. Et donc finalement, ce système de cyclage sur le débit permet d'avoir une adaptation pratiquement en temps réel à la compliance instantanée du patient. Donc sur le papier, c'est certainement une technique intéressante. On va voir quelles sont les limites. Fin de cycle. Donc, une règle générale qu'il faut toujours rappeler, c'est que quand vous avez un temps inspiratoire, vous avez un temps expiratoire, forcément, que ce temps expiratoire n'est pas forcément affiché sur tous les respirateurs. Il y a un certain nombre de respirateurs sur lesquels vous avez le temps inspiratoire et la fréquence, mais pas le temps expiratoire qui sont affichés. Et vous savez qu'il y a un point qui est fondamental quand on fait de la ventilation en pression positive intermittente, c'est que l'expiration soit suffisamment longue pour laisser le temps au patient d'expirer et d'éviter tous les risques qu'on va voir après de ce qu'on appelle l'hyperinflation dynamique. Et donc la règle d'or reste toujours que le rapport TI sur TE soit inférieur à 1. L'exercice est facile à faire quand vous réglez le TI et le TE, mais je le répète, sur un certain nombre de respirateurs, vous ne réglez que le TI et la fréquence. Donc il faut être très vigilant là-dessus, parce qu'on peut se retrouver des fois, mon malade est hypercapnique, je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire parce que c'est l'hypercapnique? Donc je me rappelle, ou j'augmente le volume courant, mais j'ai déjà beaucoup de pression, j'ai adapté mon temps inspiratoire, ou j'augmente la fréquence. Eh bien, je vais augmenter la fréquence, et si je ne fais pas attention à ça, si je me retrouve dans une situation où mon temps expiratoire est trop court, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver dans une logique d'hyperinflation dynamique, avec toutes les conséquences, et en particulier un effet espace-mort. L'effet espace-mort fait que la PCO2 ne va pas être éliminée et va continuer à s'accumuler. Et donc vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le volume minute en augmentant la fréquence, mais la PCO2 augmente encore. Et donc, si effectivement, il n'y a pas de réflexe de dire « Ah oui, mais je suis peut-être en situation d'hyperinflation, je vais continuer à augmenter la fréquence, voir la pression et aggraver les choses. » Donc, règle d'or, vous la connaissez, mais c'est toujours bon de la rappeler. Le cyclage en débit, donc on a vu, l'idée c'est de cycler sur une valeur relative qui est le pourcentage de la vitesse maximale. Alors, ici, si on met un cyclage à 40%, vous voyez qu'à 40% de la vitesse maximale, le débit s'interrompt, on passe en expiration. Mais vous voyez que si vous cyclez à quelque chose qui est plus près de 0,5%, vous allez passer en expiration plus tardivement, ce qui va générer un meilleur volume courant. C'est-à-dire que quand vous cyclez en débit, l'idée c'est quand même, toujours d'avoir le meilleur volume courant, et donc d'être le plus proche de 0. Vous voyez bien ici ce que ça fait. Quand vous cyclez à 10%, vous avez un volume qui est de bonne qualité. Et puis, si vous cyclez en vous rapprochant effectivement de la vitesse maximale, vous voyez que progressivement, ça va générer une diminution de volume courant. Un mot sur les fuites. Quand vous faites donc du cyclage, quand vous faites du cyclage en débit, il faut tenir compte des fuites. Pourquoi? Si par exemple ici, je veux cycler à 40% de ma vitesse maximale et que j'ai 60% de fuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mon respirateur ne verra jamais 40%, puisqu'ils sont passés autour de la sonde, et donc je vais avoir une interruption de mon débit avant, et comme mon respirateur a pour ordre de cycler à 40%, le risque, c'est que le temps inspiratoire, finalement, il le maintienne. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça, parce que quand vous faites... Vous m'arrêtez si je ne suis pas clair, hein. C'est bon?
Quand vous faites de la ventilation en cyclant en débit, vous avez toujours une ventilation dite de secours que vous réglez, qui est une ventilation cyclée en temps. Donc à ce moment-là, c'est le respirateur qui va reprendre la main et vous allez repasser en ventilation cyclée sur le temps. Ces deux éléments, en cas de fuite importante, le premier, c'est que vous voyez que c'est compliqué à régler, et le deuxième, c'est quand vous avez des fuites importantes, on l'a vu avant, ça va générer un volume courant qui est insuffisant. Et donc, c'est la limite de la ventilation cyclée sur le débit ou aide inspiratoire sans les fuites. Et en pratique, quand on a plus de 30% de fuites, c'est une technique qui est compliquée à utiliser parce que voilà, on ne peut pas ventiler correctement les enfants. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut résumer finalement les différentes techniques classiques de ventilation? La première, c'est la ventilation contrôlée. Donc la ventilation contrôlée, vous le savez, il n'y a pas de cycle assisté. Le début du cycle, c'est le respirateur qui va le décider en fonction des réglages, et c'est un cyclage sur le temps. Vous savez que c'est une technique qu'on n'utilise plus sauf cas particulier, malade dans le coma, malade curarisé, parce que là, évidemment, on ne va pas attendre le déclenchement du patient. La deuxième, c'est la ventilation assistée contrôlée. Donc vous avez assisté et contrôlé, ce qui veut dire que tous les cycles sont assistés, c'est-à-dire que dès que le patient va envoyer un trigger au respirateur, il va recevoir un cycle. Ce cycle va être défini par la nomenclature, on parle de ventilation assistée, et donc il va être cyclé sur le temps. Troisième technique, qui est celle qui est largement utilisée dans beaucoup de services, c'est la ventilation assistée contrôlée intermittente. La différence avec la ventilation assistée contrôlée, c'est qu'elle est intermittente, c'est-à-dire que tous les cycles dans lesquels le patient va réclamer d'être aidé ne vont pas être assistés. On verra pourquoi tout à l'heure. Le début du cycle, donc, bien entendu, c'est trigger, et la fin du cycle, c'est cyclé sur le temps. Et puis, quand on parle d'aide inspiratoire, et là encore c'est la nomenclature, là aussi c'est de la ventilation assistée, c'est-à-dire que le début de cycle, c'est le trigger, comme toutes les autres techniques de ventilation assistée. Et la fin de cycle, elle est cyclée sur le débit. Donc, en termes de nomenclature, vous voyez que la différence entre VAC, VACI et aide inspiratoire, c'est le cyclage. Donc, quand on parle d'aide inspiratoire, par définition, on cycle sur le débit. Quand on parle de VAC ou de VACI, par définition, on cycle sur le temps. Bon, je vais passer vite, je vais passer là-dessus, parce que... Alors, maintenant qu'on a vu ça, il me reste un peu de temps, Hassan. Encore une demi-heure? 13 heures. Si, c'est bon, mais c'est... Alors, je reviens là-dessus. Juste sur le mode VACI. Donc, vous vous rappelez que sur le mode VACI, on est en ventilation assistée, donc on a un trigger qui va déclencher les cycles. Et puis, tous les cycles ne seront pas assistés. Pourquoi? Cette technique a été introduite après la VAC. Donc la VAC, vous voyez qu'à chaque fois que le patient va déclencher un trigger, votre cycle sera assisté, par définition, avec une ventilation cyclée sur le temps. Ce qui veut dire que votre temps respiratoire est constant. Il y a un risque à cette technique qui est très intéressante, c'est quand votre enfant, et chez les nouveau-nés ça arrive relativement souvent, est très polypnéique. Si vous avez un enfant très polypnéique qui peut respirer à 100 coups par minute, ça peut arriver, hein, que vous le mettez en VAC, avec un temps aspiratoire à 0,35 et un réglage relativement... qui n'est pas un réglage inhabituel, et bien si votre patient respire 100 fois par minute, donc 100 fois par minute il recevra un cycle avec un temps aspiratoire de 0,35, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec une expiration à 0,25. Donc vous aurez un rapport I sur E qui va s'inverser et un risque d'hyperinflation dynamique. Donc c'est pour ça qu'on a inventé la VACI qui permet d'éviter ça. Donc en VACI, donc, tous les cycles ne seront pas assistés pour effectivement essayer de limiter, et en introduisant ce qu'on appelle une période réfractaire pendant le cycle, qui permet effectivement d'éviter, sur certaines périodes, que si le patient réclame un cycle, il soit assisté.
l'intérêt de la technique, c'est d'éviter ce risque théorique d'hyperinflation dynamique. L'inconvénient, c'est que vous voyez, tous les cycles ne seront pas assistés, ce qui peut créer, dans certaines circonstances, une tendance à la synchronie. Alors, c'est quoi le principe? Le principe du mode VACI, c'est que quand vous allez régler votre fréquence de secours sur le respirateur, 40, 50, 30 000, ce que vous voulez, ça va vous permettre de définir une durée de cycle. Si, mettons, que vous réglez à 40 par minute, vous aurez une durée de cycle de 1 inspiration plus expiration de 1,5 secondes. Et le principe, c'est que pendant ces 1,5 secondes, le respirateur, lui, ne veut délivrer qu'un seul cycle. Et donc si, au début, votre patient réclame, il va recevoir effectivement un cycle avec un niveau de pression à un temps inspiratoire que vous avez réglé, et si au bout de ces 1,5 secondes, il réclame à nouveau, il recevra un nouveau cycle. Mais si, après ce nouveau cycle reçu à un temps inspiratoire lambda, il refait un effort, il va se retrouver dans ce qu'on appelle la période réfractaire, donc il aura déjà reçu son cycle pendant ces 1,5 secondes, et donc le respirateur ne lui délivrera pas de cycle supplémentaire pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le risque d'hyperinflation. Par contre, comme on travaille à débit continu, donc il pourra prélever un certain volume. Et puis si à la fin de ces 1,5 secondes toujours, on a un nouveau cycle d'1,5 secondes et qu'il ne se passe rien, comme vous avez réglé une ventilation de secours à 40 par minute, donc d'un cycle d'1,5, et bien le respirateur me dit, va interpréter les choses en mon malade est apnéique, comme je veux une ventilation minimale de 40 par minute, donc je veux lui envoyer un cycle contrôlé. Ça, c'est le principe de la VACI. Et vous voyez, donc cette période réfractaire, elle va dépendre finalement de la fréquence que vous réglez. Plus la fréquence que vous réglez est basse, plus votre durée de cycle va être longue, plus la période réfractaire va être importante. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important quand vous réglez votre fréquence de VACI, c'est de tenir compte de ça et de la dynamique respiratoire du bébé et de sa fréquence propre, pour pouvoir ajuster au mieux cette période réfractaire et pouvoir limiter au mieux le fait que l'enfant ait des cycles non assistés. C'est bon? Alors, on va regarder un peu les courbes. Donc on disait tout à l'heure que finalement, les courbes sur le respirateur, vous en avez plein. En particulier, vous avez des boucles, pression-volume, pression-débit, enfin bref. À mon avis, les courbes qui sont les plus intéressantes, c'est celles qui sont par défaut sur vos respirateurs, qui sont celles-là. La courbe de pression, la courbe de débit et la courbe de volume. Donc voilà. Quand vous avez une courbe de pression ici, votre débit inspiratoire, expiratoire et votre volume courant. Quel problème ici? Les fuites. Et donc vous voyez, attendez, je reviens en arrière, j'ai un peu de mal à manipuler. Les fuites. Et vous voyez que c'est assez caractéristique. La première chose sur la courbe de débit, vous avez donc à un certain moment donc, votre débit qui ne revient pas à 0, et puis l'expiration qui va se produire avant que le débit ne retourne à 0. Ça peut se voir dans deux circonstances, quand vous avez des fuites, et dans quelle autre circonstance? Alors, normalement, votre débit, vos courbes de débit inspiratoire, on l'a vu tout à l'heure, doit revenir à 0, puisque vous avez une égalité de pression à la fin. Si elle ne revient pas à 0, donc effectivement, pour achosser les fuites, et ça vous le voyez tout de suite sur la courbe de volume courant, on va y revenir. L'autre raison, c'est que votre temps inspiratoire n'est pas correctement réglé. Mais ça, on reviendra tout à l'heure. Alors les fuites, vous voyez tout de suite ce qui se passe sur le volume courant. Ici, vous avez le volume courant inspiratoire, et ici, le volume courant expiratoire. Ce qui se passe, c'est que le respirateur va compenser quand vous avez beaucoup de fuites. Mais vous voyez ici que vous avez une différence importante entre volume courant inspiré et volume courant expiré. Alors, un élément important, c'est, vous savez que vous avez votre pneumotach qui est après la pièce santé, donc il va enregistrer quand vous allez envoyer donc un cycle
le volume courant inspiré et le volume courant expiré. Et vous voyez que sur la courbe de volume, vous avez votre volume courant inspiré qui est enregistré donc, pendant l'inspiration, et votre volume courant expiré, donc qui va être enregistré pendant l'expiration. Et les fuites donc, se situent à ce niveau-là, et votre respirateur les calcule. Votre respirateur les calcule, et donc, puisque ce qui va être finalement affiché, c'est le volume courant expiré. Ne perdez jamais ça en tête, c'est-à-dire que ce que vous avez affiché sur votre respirateur, ce n'est pas ce que le patient a reçu. C'est ce qui est sorti à travers le pneumotachographe, mais qui n'a pas compté évidemment ce qui est passé autour de la sonde. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que au-delà de 20% de fuite, les respirateurs sont dans l'incapacité totale de mesurer le taux de fuite réel. Ce sont des calculs algorithmiques. Et donc quand vous êtes à plus de 20-30% de fuite, vous ne savez pas en fait quel est le pourcentage de fuite réel. Et c'est une des grosses limites des systèmes en volume garanti. Parce que vous savez que quand on travaille en volume garanti, on travaille en disant voilà, moi je travaille en pression, mais je veux que mon patient reçoive tel volume courant, et mon respirateur va adapter son niveau de pression pour maintenir ce volume courant. Sauf que quand vous avez des fuites jusqu'à 20%, ça va, il peut faire le calcul, 20-30%, mais au-delà de ça, le calcul est complètement faussé. Et donc sachez-le, si vous voulez travailler en volume garanti, ce que je vous conseille pas, même si méta-analyse a encore montré que le travail en volume garanti permettait de diminuer le risque de dysplasie bronchopulmonaire, la limite, c'est vraiment le taux de fuite. Et donc quand vous avez un niveau de fuite qui est à ce niveau-là, c'est même pas la peine d'essayer de faire du volume garanti. Deuxième chose, le réglage du temps respiratoire. On a vu donc tout à l'heure que les temps étaient dépendants finalement de la constante de temps du patient, de sa compliance et de la résistance qui était une constante, et donc de sa compliance. Et donc ici, qu'est-ce que vous voyez ? Ici, voilà, vous avez votre courbe de débit inspiratoire, vitesse maximale, et vous avez un passage en expiration qui va se produire avant que le débit soit revenu à zéro. Vous regardez votre courbe de volume, il n'y a pas de fuite. Quel est le problème ? Comment ? Le temps inspiratoire est trop court, effectivement, il faut l'allonger. Et vous allez l'allonger de façon à ce que votre débit inspiratoire revienne bien à zéro avant l'expiration suivante. Et vous verrez que, ne serait-ce que de jouer là-dessus, ça va vous permettre d'augmenter de façon significative votre volume courant sans augmenter la pression. Bon, un exemple. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à manipuler ce truc-là. Un exemple ici. Vous voyez une courbe de débit inspiratoire, expiration qui ne revient pas à zéro. Bon, c'est chez un adulte. Hein. On a un volume courant pour un TI à 0,80 qui est à 120 ml. On allonge le temps inspiratoire de façon à ce que le volume courant revienne à zéro et on va gagner pratiquement 40 ml de volume courant. Et donc, ce concept d'individualisation, finalement, puisque ça va dépendre de la compliance du patient, et chaque patient a sa compliance, il est essentiel. En faisant attention à deux choses, hein, c'est qu'il faut faire attention aux TI trop longs, en particulier chez les patients neurologiques qui sont, après des asphyxies sévères, ou comateux, ou qui ont fait des états de mal, qui ont des compliances très importantes, et donc des temps propres qui peuvent être très longs. Si on applique ce concept chez ces enfants-là, on peut les ventiler avec des TI très longs qui vont générer des volumes courants importants. On sait que finalement ces patients n'ont pas de pathologie pulmonaire, donc ils n'ont pas besoin d'avoir de forts volumes courants. Par contre, on peut générer effectivement des feedbacks négatifs avec inhibition de la ventilation spontanée.
Et puis, toujours le risque d'avoir un TO trop court. Donc, chez ces patients-là, de toute façon, on sait que la ventilation, elle est faite parce qu'ils n'ont plus de contrôle, et donc ils n'ont pas de problème respiratoire, donc on peut se permettre de les ventiler donc avec des petits temps et des petites pressions. Et si on a un TI qui est trop court, pas ajusté, eh bien, on aura un volume courant insuffisant. Et si on ne pense pas à ça, le premier réflexe, ça va être, si on veut augmenter le volume courant, d'augmenter la pression. Ce qui est jamais une bonne idée, donc chez le nouveau-né, comme vous le savez. Autre courbe, ici, voilà. Quel est le problème? Enfin, quels sont les problèmes s'il y en a 3? Voilà, première chose, la courbe de Lébile, on n'a pas à 0. Ouais. Alors, quand on regarde les courbes, courbe de pression, courbe de volume, il n'y a pas de fuite, bon déjà, et effectivement, 3 choses. Voilà. Donc, la courbe de débit inspiratoire ne revient pas à 0 avant l'expiration, et on n'a pas de fuite. Et voilà, et l'inspiration suivante commence avant que l'expiration soit terminée. Donc, 2 problèmes. Troisième problème. Voilà. On est sur un SLE 5000, donc on est sur un trigger en débit, donc qu'on règle entre 0,2 et 0,6. Et vous voyez que le trigger est réglé là de façon trop importante. L'idée du trigger, c'est que le patient puisse déclencher facilement le respirateur. Donc en général, en particulier chez les petits, on le règle finalement avec la sensibilité la plus importante. Et donc là, régler un trigger à 0,6 litres par minute, c'est trop. Donc il aurait fallu le baisser. Et vous voyez tout de suite que vos réglages sont pas bons, puisque là, on a un temps inspiratoire à 0,50 et une fréquence à 54. Donc sur une fréquence à 54, on est sur un cycle de 1,2 secondes avec un temps inspiratoire à 0,5, donc on aura un temps expiratoire qui sera certes un peu supérieur au TI, mais pas suffisamment. Donc qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Ouais, diminuer la fréquence. On diminue le trigger, on diminue la fréquence, je suis d'accord, de façon à effectivement ce que l'expiration revienne bien à 0. Et une fois qu'on a fait ça, on a toujours mon temps inspiratoire donc, qui revient à 0. Ouais, il faut l'allonger, ce qui va permettre d'augmenter le volume courant et de baisser la pression. D'accord? Mais si vous l'allongez, il faudra aussi penser derrière, parce que vous avez déjà ralenti la fréquence, mais si, de façon à ce que l'expiration revienne à 0, mais si vous allongez votre temps inspiratoire, il faudra penser effectivement à ne pas se retrouver dans la même situation. Il faudra à nouveau baisser la fréquence. D'accord? Alors juste un rappel sur les risques d'hyperinflation dynamique, donc c'est quand votre poumon ne se vide pas complètement avant l'aspiration suivante, donc ça produit des effets, on a vu déjà d'augmentation de l'espace mort, de risque de barotrauma, mais aussi de risque hémodynamique, avec une augmentation des résistances pulmonaires. Quand vous avez une surdistension, ça augmente les résistances pulmonaires, donc faites vraiment attention à ça quand vous prenez un enfant avec une hypertension pulmonaire. Il faut vraiment absolument éviter la surdistension. Ça diminue le retour veineux en comprimant donc les veines, et donc vous avez une diminution de la précharge du ventricule gauche qui peut conduire à une diminution du débit cardiaque et une hypotension artérielle. Et ça, on vous en parlera samedi, des effets importants sur l'hémodynamique cérébrale. Donc vraiment, vraiment, le simple fait de bien analyser ces courbes, et vous voyez que c'est finalement assez simple, va vous permettre de limiter non seulement les conséquences néfastes au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau systémique et cérébral.
Ça, on l'a déjà vu, c'était le plug. Quel problème là? Voilà, vous avez un réglage de trigger qui n'est pas bon, et vous voyez que votre patient essaye, il est polypnique, il essaye d'avoir des cycles probablement parce qu'il est hypercapnique, mais que comme le trigger n'est pas bien réglé, eh ben son seuil de déclenchement reste inférieur à la limite que vous avez fixée. Et donc vous allez avoir un malade désadapté, et vous allez jouer sur les pressions, jouer sur la fréquence, etc. Alors que le problème, c'est effectivement de régler correctement le trigger, de façon à ce qu'à chaque fois qu'il réclame, en tout cas si on est en VACI dans les intervalles souhaités, il puisse être assisté. Alors, une des problématiques peut être aussi celle-là. Quel est le problème ici? Alors, trigger trop bas, pourquoi? Pourquoi vous avez ces zigouigouis sur la ligne de base qui vont finalement, effectivement, vous avez un trigger qui est réglé au minimum, enfin, avec la sensibilité maximum, et donc vous avez vos petites oscillations-là qui vont provoquer ce qu'on appelle un auto-trigger, c'est-à-dire qu'ils vont déclencher le respirateur, mais ce n'est pas le patient. Eh ouais, c'est la flotte dans les tuyaux. C'est la flotte dans les tuyaux. Donc vraiment, faites attention à ça. Alors bon, on a parfois un débat avec Catherine là-dessus, en disant oui, il faut faire attention à ça quand on règle le trigger à une sensibilité trop basse. Moi je pense qu'en particulier chez les petits, il faut régler les triggers à la sensibilité la meilleure possible, et faire attention, voilà, on a des systèmes aujourd'hui avec des branches bichauffées qui permettent d'éviter au maximum la condensation. Mais ça, c'est très typique, et donc faites-y attention. Voilà, je crois que j'ai fini.